4e épisode de cette série d'interviews consacrée au legs pour l'Église. On s'intéresse aujourd'hui aux intérêts et aux avantages pour les personnes qui décident de faire cette démarche. Avec nous en studio, Bruno Delabarthe, économe diocésain, maître François de Châtaignier, notaire au Mans, et Émilie Longchambon, responsable legs pour le diocèse. Alors, quand on fait un legs, il y a certaines charges qui peuvent être assorties. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Émilie ? Alors, dans le legs universel, il peut y avoir aussi un legs universel avec un legs particulier qui peut induire certaines charges. Toutefois, il faut vraiment faire attention. Un testament avait été fait pour une paroisse. Et quand le testament devait être exécuté, quelques années après l'avoir écrit, la paroisse n'existait plus. Donc en fait, le testament n'a pas pu prendre effet. Donc les charges, il faut quand même faire un petit peu attention. En règle générale, quand on mentionne des charges, je vais d'abord parler des donations. Il faut bien savoir qu'une charge, elle est limitée à la durée de vie du donateur. Donc après, dans un testament, mettre des charges qui vont avoir une longue durée, ça me paraît pas pratique du tout et ça va nuire à l'usage que l'association diocésaine ou une fondation pourra faire du legs. Donc il faut vraiment avoir des charges qui soient très minimes et il ne faut pas s'amuser à dire ce bien-là devra avoir telle affectation, sinon le legs aura du mal à s'exécuter. Ce qu'on entend par charge, c'est contrepartie et garantie en fait pour la personne qui va donner son bien, Bruno, c'est ça ? Oui, c'est une précision de la volonté de la personne, de l'usage qu'elle souhaite que l'Église puisse faire du legs et de ce qu'elle aura donné. Il peut y avoir certaines charges qui vont être liées à la question du fait d'honorer la mémoire de la personne. Il nous arrive par exemple assez fréquemment d'avoir une charge qui est celle par exemple de l'entretien de la concession de la personne qui a légué, qui par exemple n'ayant pas d'héritier, demande à ce que l'association diocésaine puisse assurer l'entretien de cette concession. Il y a une autre charge aussi que l'on aime honorer, qui est de pouvoir célébrer des messes aux intentions de la personne qui lègue, et parfois un nombre de messes qui peuvent être assez importants, qui peut sous la forme d'un 30 de messe, par exemple. C'est une occasion de rendre hommage et de prier pour l'âme de la personne défunte qui a décidé de léguer tout ou partie de ses biens à l'Église. Et puis, choisir de faire un legs, ça donne aussi une certaine sérénité, entre guillemets, pour la personne à la fin de sa vie. Oui, c'est une sérénité parce que c'est le fait de se dire que ce que l'on a pu créer comme richesse, puisque finalement ce que l'on possède, c'est aussi de la richesse que l'on a pu créer au cours de sa vie. Finalement, c'est transmettre cette richesse avec un objectif, une cause, une mission à laquelle on adhère en termes de valeur. Moi, j'aime bien faire la comparaison par rapport à ça avec la parabole des talents. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la parabole des talents, celui qui vient enterrer et cacher ses talents et qui ne les a pas fait fructifier, finalement, cela lui est repris. Et celui qui a fait fructifier ses talents, finalement, il porte encore plus de fruits lorsqu'il vient les redonner à son maître. Vous avez prononcé un mot important, Bruno, le mot de valeur. Il ne faut pas oublier que l'Église, elle a une charte éthique pour tout ce qui concerne les donations, les legs, etc. Émilie. Oui, tout à fait. Et cette charte, c'est vraiment un cadre important, déontologique, où l'Église s'engage à accompagner les personnes, à les protéger aussi, à respecter une certaine confidentialité et puis à faire preuve de professionnalisme. Léguer à l'Église, c'est aussi un engagement de l'Église vis-à-vis du testataire d'accompagner la personne, de prendre soin d'elle, d'être présente dans l'anticipation de ses choix, tout en respectant bien sûr sa liberté. Cette période aussi où la personne anticipe, ça bien sûr, ça engage probablement à trouver une certaine paix et ça peut permettre aussi, dans le cadre des legs avec des héritiers réservataires, d'échanger en famille aussi, de faire part de ses valeurs et de ce qu'on veut laisser après. À ce moment-là, c'est l'occasion aussi en famille de pouvoir dire, quand on a des enfants, qu'on souhaite aussi donner une part à l'Église. Oui, l'idée, c'est aussi d'éviter que les enfants découvrent au dernier moment que les parents... Tout à fait. Ils arrivent chez le notaire, il y a un testament, et là, mauvaise surprise. Non, je crois que là, il faut vraiment qu'il y ait une discussion au sein de la famille et qu'il y ait une mise au courant préalable. Ça me paraît important que les parents ou le parent survivant fassent partager ces valeurs et disent pourquoi il veut léguer à l'Église dans ces cas-là. Quand on a connaissance d'un legs après le décès de la personne, c'est toujours une démarche que l'on engage avec beaucoup d'humilité et de responsabilité. D'humilité et de reconnaissance parce que ce sont souvent des dispositions qu'une personne a prises plusieurs années, quelquefois 10, 15 ans à l'avance. Avant sa mort, oui. Et avec responsabilité parce que
lorsqu'il y a ces charges qui peuvent figurer, en fait, c'est vraiment un point d'honneur, c'est un engagement moral que de pouvoir respecter ces charges. Merci à tous les trois, maître François de Châtaignier, Bruno Delabarthe, Émilie Longchambon. On vous retrouve demain pour un 5e et dernier épisode sur le legs pour l'Église. Et puis, on rappelle que 2 réunions d'information sont prévues sur le sujet. Rendez-vous le mardi 16 avril à 14h30 à la Maison Saint-Julien au Mans, ou sinon le jeudi 16 mai à 14h30 au presbytère de la Flèche.